LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Salut chers abonnés, bienvenue à votre 10e épisode spécial déjà. Merci encore pour votre soutien. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, je vais commencer à répondre à 5 questions. En fait, je vais répondre à 5 questions, mais je commence sans plus tarder. Première question provient de Al. Donc Al m'écrit « Bonjour, je suis en train d'explorer les FNB de ce monde et je me pose certaines questions. Il y a un CELI et un REER qui sont pour sa retraite en grande partie. Il a 32 ans et il souhaite prendre sa retraite le plus tôt possible. Il se demandait s'il devait suivre la même stratégie pour le CELI et pour le REER. Donc présentement, il pense y aller all-in dans XEQT pour les deux comptes. Autre question, il se demande si ça serait bien de jumeler XEQT à un FNB indiciel genre VFV qui suit le SP500 pour une proportion 60-40 pour espérer un meilleur rendement, aussi léger soit-il. Donc il dit qu'il risque d'avoir des doublons entre les deux en effet, mais il dit qu'il aimerait investir pour prendre sa retraite à 55 ans. Merci, très bon podcast en passant. Donc salut Al, merci de m'écouter. Pour ta première question, je crois que oui, c'est bien possible d'avoir la même stratégie pour le CELI et pour le REER. C'est ce que fait ma conjointe qui aime ça simple. La seule chose, si tu prends ta retraite plus tôt, c'est que tu vas devoir peut-être aller un jour vers du VBAL, qui est constitué à 60% d'actions et 40% d'obligations pour diminuer la volatilité à ta retraite. Je dis VBAL, mais il y a toujours l'équivalent chez iShares et chez BMO. C'est juste que je connais plus par cœur les produits Vanguard. C'est pas un conseil, il y a juste toi qui sais ce qui est le mieux dans ta situation, mais personnellement, j'irai avec XEQT dans les deux et au début de la retraite, je commencerai à rééquilibrer pour un 60-40 global, donc diversifié internationalement. Pour ta deuxième question, on sait jamais si VFV pourrait t'aider à faire de meilleurs rendements. Le passé n'est pas garant de l'avenir. Je juge toutefois que XEQT entraîne un certain biais canadien, comme j'ai déjà expliqué dans la synthèse du vidéo de Ben Félix à l'épisode 15. Je crois que ça peut donc être une bonne idée de surpondérer un peu le US dans ton portefeuille pour que ça représente davantage la place du marché américain à l'échelle mondiale. Donc, une répartition environ 75 XEQT, 25% VFV semble raisonnable, mais encore une fois, c'est à toi de voir. Je suis pas du tout un expert. Merci pour ta question et bonne soirée, Al. Deuxième question, c'est plutôt l'histoire d'un couple d'amis. Donc, c'est un couple d'amis qui a pris environ 1 an, donc la conjointe. Donc, voir l'épisode 9 où je présentais justement ces chiffres à elle. Donc, je leur parle un petit peu depuis que le podcast est commencé. Puis lui a aussi commencé à placer un peu d'argent tout seul dans son CELI Disnat. Et elle a enfin posé des questions après l'épisode 9 à son conseiller financier. Donc, elle se demandait pourquoi les rendements moyens étaient inférieurs aux indices depuis 10 ans. Pourquoi elle avait un CPG depuis 10 ans à 1% alors qu'elle était dans sa vingtaine. Et pourquoi elle avait 40% d'obligations alors qu'elle a toutes les mêmes sécurités que moi à son travail, soit une assurance invalidité, une assurance vie et un fonds de pension. Donc son conseiller après les questions décide de revoir son profil, donc au lieu d'avoir 100%, au lieu d'avoir 60% actions, il l'amène à 70-100% d'actions et il lui propose des fonds communs. Donc elle vient me voir pour me demander si ce qu'il lui propose maintenant ça fait du sens. Donc, ce qu'elle me présente, c'est trois fonds communs qui sont constitués chacun de 25 fonds et plus chaque. Donc, c'est difficile à suivre. Ça fait 75 fonds communs à aller voir s'ils sont pertinents. Mais je vois rapidement que ça suit pas mal les Apple, Microsoft de ce monde avec 25% à l'international. Donc, je présente à mon ami XEQT à 0,2% de frais. Et je compare les rendements des 3 fonds proposés sur les derniers 10 ans. Donc, elle est avec IG Gestion de patrimoine. Et je compare tout ça à XEQT, mais aussi au SP500 parce que XEQT, il est pas vieux. Et je fais la même chose pour les 30 prochaines années. Donc, j'ai regardé les 10 dernières années pour les 3 fonds communs proposés et les 30 prochaines. Et j'ai comparé ça aux indices qu'on connaît ici sur le podcast. Elle capotait avec les chiffres obtenus. Je lui ai donc dit de demander à son conseiller s'il pouvait offrir des FNB à faible coût au lieu d'offrir encore une fois des fonds communs. Elle lui pose la question, est-ce que c'est possible d'acheter des FNB?
et il lui répond qu'elle a déjà des FNB dans ce qu'il lui propose. Donc on voit ici de la manipulation, selon moi, du conseiller de sa cliente qui lui dit qu'elle a des FNB indiciels alors qu'elle a des fonds communs gérés activement dans ce qu'il lui propose. Je lui ai donc dit non, t'as pas de FNB, et je lui ai donné un lien direct vers Exécuter pour qu'elle lui envoie le lien et qu'elle lui demande est-ce que vous avez des fonds comme ça et non des fonds communs. Ah ben, tiens donc, oui, ils peuvent même proposer les produits VEQT ou Exécuter au lieu des fonds communs qu'ils proposaient déjà. Donc lui propose donc un nouveau scénario. Donc j'y demande en passant qu'elle me présente le scénario si elle comprend qu'est-ce qu'il lui propose et elle me dit non et elle devait signer le soir même. Donc encore une fois, je trouve que c'est un drapeau rouge qui montre qu'il n'a même pas pris le temps de lui expliquer correctement le scénario et il lui demande déjà de signer. Bref, donc il lui propose un scénario avec Exécuter, mais aussi un autre scénario avec des fonds communs auxquels il avait ajouté 30% à peu près de mémoire là, d'un fonds commun d'énergie renouvelable qui avait environ 50% de rendement dans les 3 dernières années. Et il disait à mon ami que le rendement du scénario qu'il lui proposait, avec des fonds communs comme d'habitude, et le nouveau fonds qui a fait 50% dans les 3 prochaines années, il disait que ce scénario-là avait eu des meilleurs rendements que le scénario que moi je lui proposais et que lui proposait également en même temps avec Exécuter. Ben oui. Et il lui propose un scénario encore avec des fonds communs pour comparer à Exécuter, mais dans son nouveau scénario, il ajoute un mystérieux fonds commun qui a fait 50% dans les 3 dernières années et il lui dit voici, regarde, le scénario des 3 dernières années est équivalent. Donc pour moi, ça fait aucun sens. Là. Vous comprendrez que ce fonds-là fera probablement pas du 50% dans les 3 prochaines années. Si c'est le cas, tant mieux, mais on peut en douter fortement. Donc pour moi, plusieurs drapeaux rouges. Donc, elle n'a pas rencontré son conseiller une fois dans les 3 dernières années avant de lui poser les questions lorsque moi je lui ai parlé. Donc 3 ans sans aucun coup de fil. En plus, il a bullshit sur les FNB en disant oui, tu as des FNB alors que c'est des fonds communs. Et il fait une comparaison pour l'amener vers des frais encore élevés en ajoutant un fonds commun avec des rendements ridicules qui se reproduiront probablement pas pour lui montrer voici, c'est meilleur mes fonds communs que Exécuter. Donc pour moi, ça serait Terminador, surtout qu'il lui a mis des CPG depuis 10 ans alors qu'elle avait 24 ans, même si ça, on comprend, ça faisait peut-être partie de son profil de risque. De son profil d'investisseur plutôt. Mon conseiller à moi, que j'ai parlé quelques fois dans les épisodes avant que je change pour de l'investissement autonome, il me coûtait aussi cher à 2,7% de frais de gestion, mais au moins il était transparent et il me rencontrait 1 à 2 fois par année. Lorsque je lui signale les drapeaux rouges, elle se sent mal, pas parce qu'il lui a fait une offre de marde avec un fonds énergie renouvelable à 50%, mais parce qu'elle se sent mal de prendre l'option VEQT parce que ça va diminuer le salaire de son conseiller financier. Calice, il te fourre depuis 10 ans, faut pas t'hésiter à changer. Bref, finalement, son conseiller répond « Ok, tu vas aller avec Exécuter, je vais te proposer plutôt VEQT. » Et je vous lis son courriel mot pour mot, là, c'est un courriel de 16 mots, où il lui explique pourquoi il veut mettre VEQT au lieu d'Exécuter. Donc, bonjour, Madame Anonyme, voici une autre proposition à cause de la répartition d'actifs. Laisse-moi savoir quand tu es prête à signer. Et là, il y a sa signature de son conseiller. 16 mots pour lui expliquer qu'il veut aller avec VEQT au lieu d'Exécuter à cause de la répartition d'actifs, alors qu'il sait très bien qu'il parle à une cliente qui comprend pas trop le monde des finances. Elle savait pas qu'est-ce qu'il voulait dire par répartition d'actifs. Donc, je me suis rassis encore une fois avec mon ami. J'y ai pris le temps d'y expliquer c'est quoi la différence entre VEQT et Exécuter. Et je lui ai dit, ben, ça se ressemble pas mal. C'est juste que finalement, tu as un petit peu plus de Canadiens dans VEQT. Donc, finalement, j'ai fait le travail du conseiller financier qu'elle hésitait à laisser aller. Donc, lui n'expliquait rien, aucun détail. Et en plus, lorsqu'il donne le FNB VEQT, il y a quand même des frais de 1,5%. En plus du 0,25 de VEQT. Donc, elle se retrouve quand même avec des frais de 1,75%, mais c'est quand même mieux que ce qu'elle avait à 2,7%. Donc là, pour 1,5% de frais, il est même pas capable d'y écrire un courriel qui explique comme il faut c'est quoi la différence entre VEQT et Exécuter. Il l'a pas vu une fois en 3 ans, c'est du Christ de bon conseil ça, désolé, mais bon, ça me fâche tellement là. Bon, elle se dit alors que si elle veut juste en fait, elle se questionnait, est-ce qu'il veut juste le 0,5% de frais de plus avec VEQT? J'ai dit, je pense pas, là. Il doit avoir des bonnes raisons, comme j'en ai aussi d'y aller avec Vanguard
au lieu de iShares, avec VQT au lieu d'XQT, comme dans mon CELI, mais lui n'y a rien expliqué. Au moins, elle pose les bonnes questions maintenant. Elle est restée avec lui, mais au moins, elle est rendue plus critique. Et à cette heure, elle fait des meilleurs rendements avec 1,75% de frais en plus au lieu de 2,7%. Elle envisage d'aller avec un robot conseiller ou de gérer seul ces choses dans les prochaines années. Donc, je dis souvent qu'un conseiller, ça peut être pertinent pour certaines personnes, mais magasinez, s'il vous plaît. Lui, c'était clairement, et c'est encore, un incompétent qui veut juste prendre son argent. Histoire similaire avec son chum qui me dit qu'il stresse un peu avec sa retraite. Il est avec le même conseiller. Avec lui, il a fait le calcul de son CRI, donc qui est un régime de retraite immobilisé avec son ancien employé. Avec le conseiller, il arrivait à 300 000 $ dans 20 ans. J'ai fait le même calcul avec XQT, il arrive à 640 000 $ dans 20 ans, donc 340 000 $ de plus dans ses poches. Et je lui ai montré que même s'il restait avec son conseiller, il fallait qu'il compte son fonds de pension, la RRQ du gouvernement et la pension de vieillesse, et ça l'amenait à 90 000 $ de plus par année de revenus. Il se dit, ben ouais, on commence ça, mon conseiller m'a pas présenté ces chiffres-là, puis moi je stresse depuis des mois en pensant que j'en ai pas assez. C'est quoi la job du conseiller? En tout cas, ben lui, son chum, à mon ami, il est parti directement avec Disnat, donc il a lâché le conseiller et il gère maintenant seul son CRI dans Disnat avec XQT. La morale de tout ça, posez vos questions à votre conseiller et vous ne lui devez rien du tout. Bon, je vais récupérer de mes émotions, ça me fâche tellement quand des gens se font avoir comme ça, là. Bref, question numéro 3 de Michel. Michel m'écrit en toute positivité. Salut, j'aimerais avoir votre avis si vous voulez bien. J'entends souvent parler qu'on est mieux d'investir par soi-même qu'avec un conseiller. Moi, j'investis par moi-même avec la banque dans un CELI. Est-ce que ça revient au même si j'avais créé un compte pour investir seul avec Wealthsimple, par exemple, où la banque me charge des frais aussi gros qu'avec un conseiller? Donc moi, j'ai répondu « Salut Michel, t'investis sur la plateforme Disnat, par exemple, ou dans ton accédé Desjardins? Dans quel type de placement que t'investis? » J'ai dit « Si mes questions n'étaient pas claires, je vais te les préciser davantage. » Elle me dit qu'elle est avec Banque Royale dans un CELI placement direct, donc c'est vraiment un compte de courtage, et c'est seulement elle qui place son argent dans 3 FNB. Elle disait qu'elle avait juste peur parce qu'elle n'arrête pas d'entendre dans mes podcasts et dans d'autres podcasts qu'investir avec les banques, ça te fait perdre du profit. Donc je disais, en investissant seul sur une plateforme de courtage comme placement direct, tu ne paies pas de frais de gestion nécessairement, sauf ceux qui sont dans le FNB, qui sont souvent à 0,2% par exemple. Ça revient donc au même qu'avec Wealthsimple, tu paies juste les frais liés au FNB. Donc, par exemple, si tu investis dans VFV qui suit le SP500, ben, tu vas payer des frais de gestion de 0,08%, rien de plus. Je disais d'être prudente avec placement direct, il y a des frais fixes de 9,95 par opération pour les FNB ou les actions et de 6,95 par opération si ça fait plus de 150 opérations dans l'année. Donc, j'ai dit honnêtement, c'est du vol. Il existe plein de plateformes maintenant sans frais de transaction qui offrent même les services, en fait, qui offrent les mêmes services que placement direct. Donc, mon conseil, changer de plateforme. Je disais qu'elle pouvait écouter mon premier épisode pour les abonnés pour comparer les 4 meilleures plateformes selon moi. Sinon, si elle veut rester avec placement direct parce qu'elle est confortable avec la plateforme, je lui ai dit de s'assurer de ne pas faire trop de transactions avec des petits montants, juste avec des gros montants. Donc, je lui disais, si tu fais 3 transactions de 150 $ dans chacun de tes FNB pour un total de 450 $ en juin, elle va payer 30 $ de frais, soit presque 7% du montant investi, ce qui est encore pire que des frais de gestion avec un conseiller. Si elle investit le même montant, mais aux 6 mois, donc au lieu d'investir 150 $ par FNB, elle investit 2700 $ dans 3 FNB, mais aux 6 mois, ben, elle paie encore le 30 $ de frais parce qu'elle fait 3 transactions, mais au lieu de représenter 7% de son montant, ça représente maintenant environ 1% de frais seulement, donc prudence aux frais de transaction sur vos plateformes respectives. Question numéro 4 qui me provient du même membre de la famille que je me suis ostiné l'autre fois sur le régime épargne-études enregistré, donc on est encore en bon terme. Il m'écrit qu'il avait pris une décision financière dernièrement, soit d'acheter une voiture neuve cash avec 50 000 $ qui provenaient de son CELI, au lieu d'avoir un prêt à 7% sur 5 ans pour sa voiture. Il me demandait si ça me tentait de faire certains calculs parce que lui avait pas pris le temps de réfléchir outre mesure. Et ce qu'il faisait dans le fond, c'est le montant qu'il aurait dû payer pour le prêt voiture, ben il le redéposait dans son CELI. J'ai dit que moi j'aurais fait la même chose, la moyenne des rendements est de 7-8% d'habitude sur le marché boursier, puis avec la récession qui s'en vient, on ne sait pas si ça va être du 7% garanti. Donc avec le choix qu'il a fait de retirer son CELI pour acheter son char cash, ben il s'assure d'avoir un 7% garanti de rendement.
et une tranquillité d'esprit parce qu'il n'y a pas de dette à rembourser. Il me dit, c'est ce que je me suis dit, mais j'ai pas fait le calcul. Donc j'ai dit, moi je fais mes calculs avec 7% habituellement de rendement. Donc dans ce contexte-là, c'était des scénarios pas mal équivalents. Mais je pensais que son choix était plus sécuritaire parce que du 7% garanti, ça n'existe pas. Fait que c'est comme s'il avait pris finalement un certificat de placement de garantie sur 5 ans, mais à 7% de rendement, ce qui ne se trouve pas sur le marché présentement. Cinquième et dernière question pour aujourd'hui, la question de Julien. Julien m'écrit « Bonjour, j'adore votre podcast. Ceux-ci m'ont incité à lire sur la finance, notamment l'excellent dernier livre de Nicolas Bérubé. En effet, j'aurais aussi une question pour vous. Où devrais-je placer le montant prévu pour ma mise de fonds? Je viens tout juste de vendre ma maison. Un compte épargne à taux élevé en particulier que je pourrais lui référer. Donc, il dit que le montant doit être accessible pour être en mesure de décaisser si jamais il trouve une opportunité d'achat. » J'ai dit que j'abordais cette question-là dans le début de l'épisode 17 en répondant aux questions de deux de mes chums. Sinon, pour une réponse rapide et très générale, personnellement, j'irais dans un FNB de compte épargne comme Cash.to que j'ai présenté dans mon dernier bilan à l'épisode 46. Ça te permet d'avoir un accès aux liquidités en tout temps, de protéger le capital et de profiter d'un rendement un peu plus grand que dans un compte épargne traditionnel. Et là, je me suis trompé. Le bilan n'est pas le dernier bilan, mais bien le bilan à l'épisode 46 comme j'ai mentionné. À mon dernier bilan annuel, j'ai pas présenté le produit Cash.to en détail, contrairement à dans l'épisode 46. Je lui ai ensuite partagé un article de blog qui en parlait dans les derniers mois et qui proposait également des liens vers d'autres articles. Et c'était un article de blog en fait sur le blog de Retraite 101, donc je vous invite à aller consulter cet article. Sinon, je lui disais qu'il pouvait juste magasiner un compte épargne avec un taux élevé, donc des fois c'est des offres de 3-6 mois, notamment chez Tangerine. Donc ça fait pas nécessairement une grosse différence s'il souhaite acheter à court terme, qu'il aille dans un compte épargne à 4-5% ou avec Cash.to à 5,5%. Donc je lui demandais, en fait je lui disais j'espère que ça répond à ta question et c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Donc un gros merci encore une fois d'être ici et surtout de me soutenir. Et on se dit à mardi prochain pour le prochain épisode régulier du podcast. Bye! Have no fear, Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods.